Le Haut-Karabakh. Ces dernières années, on entend régulièrement parler de cette petite région du Caucase située au sein de l'Azerbaïdjan et peuplée d'Arméniens. Mais la situation n'est pas toujours très claire. Qu'est-ce que le Haut-Karabakh exactement? Quel intérêt l'Arménie voisine et l'Azerbaïdjan y trouvent? Et donc pourquoi cette région est-elle le théâtre d'affrontements armés? Si vous connaissez déjà la chaîne, vous êtes habitué. Pour répondre à ces questions, on va encore une fois remonter un peu dans le passé. Mais avant ça, je vais vous parler 2 minutes du sponsor de cette vidéo, MyHeritage. MyHeritage, c'est un outil qui va vous permettre de construire votre arbre généalogique de manière très simple en retrouvant facilement vos ancêtres grâce à plus de 19 milliards de documents historiques, actes de naissance, de décès, de mariage, documents de naturalisation, etc., etc. Et également grâce aux 90 millions d'utilisateurs, dont certains qui sont peut-être de votre famille éloignée, qui ont déjà commencé un arbre avec une ou deux personnes en commun avec le vôtre, ce qui permet de les relier pour les agrandir encore. Alors je vous avais déjà parlé de MyHeritage il y a quelques mois, et depuis mon arbre s'est largement agrandi, et au bout d'un moment il faut même essayer de se concentrer sur certaines branches en particulier, parce que sinon on ne sait plus où donner de la tête tellement c'est efficace. Alors il y a d'autres fonctionnalités, vous pouvez par exemple coloriser d'anciennes photos, vous pouvez aussi taguer des gens sur les photos, ça permet donc de partager des photos de personnes présentes dans plusieurs arbres. Bref, c'est le site généalogique numéro 1 en Europe. Donc si vous ou un membre de votre famille s'est lancé dans de la généalogie et galère un peu, eh bien je vous invite à tester MyHeritage. Il existe une version d'essai de 14 jours, et si au bout des 14 jours vous souhaitez continuer, vous bénéficierez de 50% sur l'abonnement en utilisant ce lien. Merci de votre écoute, merci à MyHeritage d'être partenaire de cette vidéo, ça permet de faire vivre la chaîne. Et maintenant on continue avec notre sujet, le conflit entre l'Azerbaïdjan et les Arméniens au Haut-Karabakh. Début du 19e siècle. Suite à une guerre entre l'Empire russe et la Perse, le Khanat du Karabakh passe sous domination russe, ainsi que la plus grande partie de l'actuel Azerbaïdjan. L'Arménie, alors sous domination perse également, suivra une vingtaine d'années plus tard à peine. Puis, en 1917, débute la révolution russe qui amènera les bolcheviks au pouvoir. Les peuples du Caucase, à presque 2000 km de Moscou, profitent du chaos pour déclarer leur indépendance. Les républiques démocratiques d'Arménie, d'Azerbaïdjan, mais également de Géorgie, sont ainsi créées. Et déjà, à l'époque, l'Arménie et l'Azerbaïdjan se disputent des territoires, dont la région du Haut-Karabakh. Cette rivalité fera l'objet d'affrontements violents, on peut citer le massacre de Chouchi, plus grande ville du territoire, et peuplée à la fois d'Arméniens et d'Azéris. En mars 1920, plusieurs milliers d'Arméniens sont tués par l'armée azérie, peut-être aidés par des civils armés. Mais ces républiques seront éphémères puisqu'en 1920 et 1921, elles seront toutes les trois intégrées à l'Union soviétique en tant que république socialiste soviétique de l'Union. En 1921, Joseph Staline, alors commissaire aux nationalités, décide du rattachement du Haut-Karabakh et du Nakhchivan à l'Azerbaïdjan. Cela dans le but de diviser pour mieux régner, c'est-à-dire donner en gestion une région peuplée majoritairement d'Arméniens à la RSS d'Azerbaïdjan. En maintenant les tensions entre ces RSS, Moscou les détourne d'une potentielle critique du pouvoir central. Donner le Haut-Karabakh à l'Azerbaïdjan permet aussi à Moscou de se rapprocher des peuples turcophones de la région, et les Azéris en font partie, et de se rapprocher ainsi de la future République de Turquie. Car en effet, à ce moment-là, la guerre d'indépendance turque fait rage, on ne va pas rentrer dans les détails, mais les Turcs reprendront le contrôle notamment de toute une région située dans l'est de la Turquie actuelle, que le traité de Sèvres, signé après la Première Guerre mondiale, attribuait à une grande république d'Arménie. Bref, à cette époque dans la région, d'un point de vue purement diplomatique, soigner ses voisins turcs est plus favorable que de soigner ses voisins arméniens, peu nombreux et affaiblis par le génocide arménien de 1915. Alors on notera qu'au Haut-Karabakh sera tout de même octroyé le statut d'oblast ou région autonome de la RSS d'Azerbaïdjan. Et cette situation va plus ou moins se figer pendant des décennies jusqu'au crépuscule de l'Union soviétique. En 1985, Mikhail Gorbatchev arrive au pouvoir en Union soviétique. Il lance d'importantes réformes structurelles, politiques et économiques pour tenter de sauver l'Union. Ces réformes sont connues sous le nom de perestroïka. Mais d'autres réformes, plutôt sociales cette fois-ci, sont également entreprises sous le nom de glasnost. Elles donnent de nouvelles libertés au peuple, et notamment la liberté d'expression et de manifestation. Cela va donc permettre au nationalisme de s'exprimer, et aux Arméniens du Haut-Karabakh de crier leurs revendications. Dès la fin des années 80, le Haut-Karabakh demande donc son rattachement à la RSS d'Arménie, revendication soutenue par cette dernière, mais refusée par celle d'Azerbaïdjan et également par Gorbatchev.
Les tensions montent et dans ce contexte de fin de vie pour le pouvoir central soviétique, un conflit éclate entre les Arméniens du Haut-Karabakh et l'Azerbaïdjan en 1988. Des exodes ont lieu, d'Arméniens vivant en Azerbaïdjan vers l'Arménie ou le Haut-Karabakh, et à l'inverse d'Azéris vivant en Arménie vers l'Azerbaïdjan. Tout ça alors que les heurts continuent entre les deux peuples. En 1991, l'URSS est au bord de l'effondrement, les Arméniens et Azéris se détachent de facto de l'Union et s'arment. En parallèle, le Haut-Karabakh vote un référendum pour son indépendance et se déclare alors indépendant de l'Azerbaïdjan sous le nom de République de l'Artsakh. Mais ce référendum, évidemment, n'est pas reconnu par l'Azerbaïdjan. Le conflit monte en intensité à mesure que les armées des deux camps s'approvisionnent en matériel et en hommes. Et précisons ici que du côté arménien, on a donc bien les Arméniens du Haut-Karabakh, et donc de l'autoproclamée République d'Artsakh, et les Arméniens d'Arménie. Et ce sont les seconds qui viennent soutenir les premiers. Alors au cours de la guerre, ce sont les Arméniens qui prennent le dessus et qui parviennent à prendre le contrôle de nombreux territoires, essentiellement à l'ouest et au sud des frontières de l'ancienne oblast du Haut-Karabakh. Et finalement, un cessez-le-feu est signé en 1994. C'est le protocole de Bichkek. Les territoires conquis par les Arméniens, vidés de leurs populations azéries, resteront peu peuplés, mais sous contrôle arménien et de la République de l'Artsakh, tandis que des petits bouts de territoires faisant autrefois partie de l'oblast du Haut-Karabakh passent sous contrôle azerbaïdjanais. Mais vous voyez bien que dans l'ensemble, les gains sont surtout côté arménien. Après la guerre, un cycle de négociations est lancé sous l'égide de l'OSCE, l'Organisation pour la sécurité et la coopération en Europe. Alors oui, on parle ici d'Europe, mais l'Arménie et l'Azerbaïdjan en sont également membres, comme d'autres pays non européens d'ailleurs. Mais malgré ces négociations, les adversaires campent sur leur position. Heydar Aliyev, président de l'Azerbaïdjan, déclare en 1995 « Il faut que les Arméniens comprennent que nous n'accepterons jamais l'occupation d'une partie de nos territoires. Il faut qu'ils retirent leurs troupes du Haut-Karabakh et des territoires qu'ils ont conquis dans sa périphérie. Tout, alors, sera possible. Nous sommes prêts à accorder aux Arméniens du Karabakh, qui sont des citoyens de l'Azerbaïdjan, une très large autonomie, peut-être unique au monde par sa générosité. Nous leur garantissons également un lien normal avec leur mère patrie à travers le corridor de Latchine, qui sera placé sous le contrôle de forces internationales de paix. » Alors le corridor de Latchine, c'est une petite portion de territoire que vous voyez ici, qui permet de faire le lien terrestre entre le Haut-Karabakh et l'Arménie. Donc dans ce discours, on voit deux choses. L'Azerbaïdjan ne se résoudra jamais à admettre ce qu'il considère comme une occupation arménienne de son territoire. Et ça résonne aujourd'hui avec les événements des années 2020. Et il propose un statut spécial à la région. Seulement, étant donné les massacres qui ont eu lieu des deux côtés durant la guerre ou même au début du XXe siècle, on peut comprendre le scepticisme des Arméniens quant au fait de pouvoir vivre en toute sérénité au sein de l'Azerbaïdjan. Et de toute façon, la République d'Artsakh, de son côté, souhaite garder le contrôle de certaines positions en périphérie du Haut-Karabakh, dont le Kelbadjar, zone située dans le nord des territoires contrôlés, et qui est un second corridor vers l'Arménie. Cette région est aussi stratégique en termes d'accès à l'eau puisque ces montagnes abritent des sources d'eau qui alimentent le lac de barrage de Sarsang, lui-même fournissant environ la moitié de l'électricité consommée en Artsakh. Alors il faut noter que cette République de l'Artsakh n'est pas reconnue par la grande majorité de la communauté internationale, dont l'Arménie qui ne souhaite pas envenimer la situation en reconnaissant formellement cette République. Mais pour autant, elle est considérée comme partie prenante lors des négociations de l'OSCE. Donc il y a une espèce d'ambiguïté concernant son statut, de jure comme faisant partie de l'Azerbaïdjan et de facto indépendant. En tous les cas, elle espère devenir un État reconnu avec le temps, par le fait accompli, en comptant sur le pourrissement des négociations. Le président arménien de l'époque, Levon Ter-Petrosyan, considérait quant à lui que cette situation n'offrirait alors aux Azerbaïdjanais d'autre choix que l'utilisation de la force à terme. Manifestement, il avait raison. Concernant les relations entre l'Arménie et la République de l'Artsakh, il faut noter que même si cette dernière possède sa constitution, son parlement, son drapeau, son armée, etc., en réalité, elle reste très étroitement liée à l'Arménie. Tout se décide à Erevan, capitale arménienne. L'Arménie paye les 2/3 du budget de sa voisine, notamment via l'aide internationale issue de la diaspora arménienne. Et de plus, les élites de l'Arménie et de la République d'Artsakh sont très liées. Je citerai deux exemples. Le président de l'Arménie de 1998 à 2008, Robert Kotcharyan, a été auparavant président de la République d'Artsakh. Et le président de l'Arménie de 2008 à 2018 a quant à lui combattu pour le Haut-Karabakh durant la guerre et a ensuite été ministre des armées de la République d'Artsakh en 1992. À partir de 1994, une sorte de statu quo s'impose, et cela jusque la fin des années 2000 lorsque des escarmouches reprennent à la frontière nord entre l'Arménie, cette fois, et l'Azerbaïdjan.
Ce type d'escarmouche va perdurer dans les années suivantes, à diverses intensités, jusqu'en 2016 où des affrontements plus violents encore ont lieu. 4 jours d'affrontements sur la frontière du Haut-Karabakh qui feront un peu plus de 200 morts dans chaque camp. Et tout cela mène à la seconde guerre du Haut-Karabakh en 2020. C'est vraiment l'événement qui marque un tournant après cette longue période de statu quo depuis le cessez-le-feu de 1994. L'Azerbaïdjan lance une offensive massive contre l'Artsakh. Les forces arméniennes sont prises de court, que ce soit les forces de l'Artsakh ou celles de l'Arménie. L'Azerbaïdjan parvient à reprendre militairement toute une partie sud des territoires qu'il avait perdus durant la guerre de 88-94, et c'est une vraie défaite pour l'Arménie, puisqu'après 1 mois et demi de combat, entre le 27 septembre et le 10 novembre, un accord de cessez-le-feu est signé par l'Arménie, l'Azerbaïdjan et la Russie. Les Arméniens perdent l'ensemble des territoires conquis durant la guerre de 88-94, et le Haut-Karabakh est amputé notamment de sa partie sud. Et des forces russes de maintien de la paix sont positionnées dans le corridor de Lachin, permettant aux Arméniens de passer du Haut-Karabakh à l'Arménie. Alors, comment l'Azerbaïdjan a fait pour remporter cette guerre dans un temps aussi court? Car on l'a vu dans les années 90, c'est l'Arménie qui était parvenue à prendre le dessus sur le plan militaire. Alors déjà, durant les 25 ans qui se sont écoulés, l'Azerbaïdjan a davantage augmenté son budget militaire que l'Arménie. En 1995, les États dépensent quasiment autant, aux alentours de 135 millions de dollars par an. Et on le voit, jusqu'en 2020, l'Azerbaïdjan passe largement devant avec un budget de 2 387 millions en 2020 contre 655 millions pour l'Arménie. De plus, l'Azerbaïdjan a reçu un fort soutien de la Turquie avant le conflit. Des exercices militaires azéro-turcs ont lieu avant la guerre dans l'exclave azerbaïdjanaise du Nakhchivan, et la Turquie envoie du matériel et du personnel en Azerbaïdjan, comme des formateurs militaires ou encore des opérateurs de drones. Les drones joueront un rôle important dans cette guerre. On notera que la Turquie va également permettre à l'Azerbaïdjan de bénéficier du support sur le terrain de combattants mercenaires syriens et libyens, issus de milices actives dans leur pays d'origine. Alors là, on parle de la Turquie qui vient en aide à l'Azerbaïdjan, mais ce n'est pas la seule puissance régionale à avoir des intérêts à défendre dans ce conflit. On peut citer l'Iran, qui se place plutôt du côté de l'Arménie. En effet, l'Iran voit d'un mauvais œil le nationalisme azéri, alors que vivent dans le nord-ouest de son territoire environ 15 millions d'Azéris, pour un peu moins de 9 millions en Azerbaïdjan. Donc oui, le premier pays azéri n'est pas l'Azerbaïdjan, mais l'Iran. Donc un renforcement de l'Azerbaïdjan dans le Caucase est vu par l'Iran comme un risque de regain nationaliste sur son propre territoire. Et pour l'Arménie, l'Iran est un partenaire indispensable dans la région, puisque la frontière commune entre les deux États représente le seul point de sortie vers le sud de l'Arménie, car la frontière avec l'Azerbaïdjan est fermée, bien évidemment, mais celle avec la Turquie également, puisque celle-ci impose un blocus à l'Arménie depuis 1993. Et en Azerbaïdjan, on craint plutôt que l'Iran influence la société afin de favoriser un régime au modèle islamiste conservateur qui est loin des intentions du président Aliyev. Et ce président Aliyev, c'est le fils de son père et prédécesseur à ce poste, celui dont j'ai fait une citation tout à l'heure. Ensuite, grand ennemi de l'Iran, Israël se situe au contraire plutôt du côté de l'Azerbaïdjan. Elle lui a fourni du matériel militaire de haute technologie, notamment dans le secteur des drones, et l'Azerbaïdjan représente aussi pour Israël le moyen de se rapprocher géographiquement de l'Iran afin de le surveiller. Alors l'autre grande puissance de la région, c'est évidemment la Russie. La Russie a une position un peu plus ambiguë, elle a en fait plutôt intérêt à la paix dans la région, son but étant d'essayer de garder une influence dans le Caucase qu'elle considère comme son arrière-cour. Après 2020, elle se contente de l'accord de cessez-le-feu qui lui permet de jouer le rôle de puissance médiatrice. Ce sont ces troupes qui font office de force de maintien de la paix, à l'efficacité bien relative, et positionnées dans le corridor de Lachin après la guerre de 2020. On notera néanmoins qu'elle a été plutôt davantage proche de l'Arménie en 2020. Elle opère une base militaire à Goumri, et par exemple, entre 2007 et 2011, elle a fourni 96% des fournitures militaires de l'Arménie, même s'il convient de préciser qu'elle fournit également beaucoup l'Azerbaïdjan en armement. Par ailleurs, elle est également engagée par l'OTSC, l'Organisation du Traité de sécurité collective, une sorte d'OTAN pour certaines ex-républiques socialistes soviétiques qui se doivent assistance en cas d'attaque sur le sol d'un de ses membres, dont l'Arménie fait partie également, mais pas l'Azerbaïdjan. Et d'ailleurs, on notera que durant la guerre de 2020, l'Azerbaïdjan a attaqué massivement uniquement sur le territoire de la République d'Artsakh, ce qui n'obligeait pas à une réaction de la Russie dans le cadre des clauses du traité de sécurité collective. Concernant les relations entre la Russie et l'Azerbaïdjan, il faut les remettre dans le contexte de la rivalité russo-turque pour l'influence dans le Caucase. D'un côté, l'Azerbaïdjan a une relation historique avec la Russie de par son passé au sein de l'URSS. De l'autre, il entretient avec la Turquie cette idée de peuple frère turcophone.
Ensuite, sur le plan économique, l'Azerbaïdjan maintient un équilibre dans ses échanges commerciaux avec ses deux partenaires. Ses importations depuis la Turquie sont assez diversifiées, tandis qu'en revanche, elle y exporte essentiellement des hydrocarbures. Et les échanges avec la Russie tournent quant à eux surtout autour des secteurs agricoles, de la pétrochimie et de la métallurgie. L'Azerbaïdjan a conscience d'être convoité par ses deux voisins et tente donc de maintenir un équilibre lui étant favorable dans ses relations. Alors vous l'avez certainement vu passer, la situation a radicalement évolué en septembre 2023. L'Azerbaïdjan viole les accords de cessez-le-feu et son armée se lance dans une vaste offensive le 19 septembre. Le 20 septembre, elle n'est qu'à quelques kilomètres de la capitale de l'Artsakh, Stepanakert, qui est bombardée. Et finalement, la République d'Artsakh capitule le 20 septembre, en début d'après-midi, en signant un traité qui porte le nom de cessez-le-feu, mais dont les termes ne laissent planer aucun doute. Les forces armées de l'Artsakh doivent cesser le combat et déposer les armes. Plusieurs officiels de l'Artsakh sont arrêtés, dont d'anciens présidents, et le 28 septembre, l'actuel président Shahramanian signe un décret stipulant la dissolution de la République d'Artsakh au 1er janvier 2024. C'est donc une victoire totale pour l'Azerbaïdjan qui reprend le contrôle de ce qu'il considère comme étant son territoire après plus de 30 ans de conflit. Et c'est une défaite pour les Arméniens du Haut-Karabakh qui, de leur point de vue, ne seront pas parvenus à faire respecter leur droit à l'autodétermination. On précisera qu'à la suite de ces événements, l'Arménie déclare ne pas avoir pris part à ces 2 jours de conflit et ne pas être partie prenante dans la signature du cessez-le-feu. Cela lui permet de ne pas s'inclure dans cette défaite, du moins dans le discours. La quasi-totalité de la population de l'Artsakh fuit vers l'Arménie, certains en brûlant leur maison pour ne pas qu'elle soit occupée par des Azerbaïdjanais. Alors là, on pourrait se dire, ça y est, fin de l'histoire, l'Arménie a perdu, mais les choses ne s'arrêteront peut-être pas là. La crainte de l'Arménie, c'est que l'Azerbaïdjan s'attaque maintenant directement au territoire arménien, et notamment dans sa partie sud afin de relier l'exclave du Nakhchivan et ainsi bénéficier d'un couloir terrestre avec la Turquie via ce petit bout de frontière d'une dizaine de kilomètres à peine. Cela faciliterait les échanges économiques, militaires, et symboliquement, ça permettrait de relier les populations turcophones de la région. De plus, l'Azerbaïdjan craint moins une intervention de la Russie si cela se produisait, car d'une part, elle est empêtrée dans la guerre en Ukraine, et d'autre part, les relations entre l'Arménie et la Russie se sont largement refroidies depuis quelques années. L'Arménie ne se sentant donc pas soutenue par son allié, elle a engagé un rapprochement avec l'Occident. Le ministre arménien de la Défense s'est rendu à Washington et des exercices militaires conjoints avec les États-Unis sont prévus. L'Arménie a également pris la décision d'envoyer du soutien à l'Ukraine. Alors c'est un soutien plus que symbolique, on parle de quelques matériels informatiques pour les écoliers ukrainiens, mais le symbole est fort. L'Arménie considère que sa survie sera peut-être mieux assurée en se rangeant davantage du côté de l'Occident. On verra si le futur lui donne raison. D'autant que ces décisions ne ravissent sûrement pas non plus son partenaire iranien. Pour finir, je souhaitais vous faire remarquer que ce conflit, à l'échelle régionale, ne s'inscrit pas du tout dans des rivalités religieuses qui sont souvent évoquées. On a un Azerbaïdjan à l'islam chiite, en tension avec l'Iran chiite également, mais partenaire d'une Turquie sunnite et collaborant avec un État d'Israël juif. Et l'Arménie chrétienne orthodoxe, certes proche un temps de la Russie chrétienne orthodoxe également, mais aussi de l'Iran chiite. Le conflit entre l'Arménie et l'Azerbaïdjan en est un bon exemple, il ne faut jamais s'arrêter aux simples considérations religieuses ou civilisationnelles en géopolitique, même si elles jouent évidemment leur part. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui, j'espère que ce sujet vous a plu. Si vous voulez soutenir la chaîne, il y a plusieurs choses que vous pouvez faire. Vous pouvez vous abonner, mettre un like à la vidéo, mettre un commentaire, ou vous pouvez même vous rendre sur la plateforme Tipeee pour faire un don financier à la chaîne. Et encore un grand merci à tous les tipeurs qui me font des dons tous les mois. Voilà, je vous dis à la prochaine pour une nouvelle vidéo. Salut!